Manger de la viande au Moyen Âge était un véritable luxe, car élever des animaux pour la consommation humaine n'était pas facile, et chasser l'était encore moins. Les chasseurs devaient posséder une connaissance approfondie de l'environnement. Et dès leur plus jeune âge, ils apprenaient à suivre les animaux, à lire les empreintes, à interpréter les sons de la forêt et à se positionner correctement pour surprendre les différentes proies. Ils devaient également connaître des techniques de camouflage naturel et développer une profonde patience, car parfois, ils devaient attendre pendant des heures dans des endroits stratégiques proches des points d'eau ou des chemins fréquentés par les animaux. Bien qu'elle ne fût pas la principale source d'alimentation, la chasse fournissait une viande fraîche très appréciée, surtout parmi la noblesse. Pour les plus riches, la chasse n'était pas seulement une façon de se procurer de la viande pour leur alimentation, mais aussi une activité de prestige réservée à leur statut. Ainsi, ils renforçaient les hiérarchies sociales. La difficulté de chasser un animal, combinée à l'importance dans l'alimentation familiale et à la haute considération sociale, a fait des chasseurs des figures hautement valorisées dans les villages et les communautés médiévales. Mais pour être un bon chasseur, il fallait connaître les méthodes correctes pour capturer les proies. L'une de ces méthodes fut la chasse à l'arc et aux flèches, qui fut une pratique fondamentale au sein de la société, et qui, selon la classe sociale à laquelle appartenait le chasseur, pouvait se pratiquer aussi bien pour la subsistance que pour le divertissement. L'utilisation de l'arc et des flèches pour chasser des animaux était déjà une pratique courante depuis les époques antérieures, mais c'est sans aucun doute au Moyen Âge qu'elle a été perfectionnée. De plus, cette compétence a acquis une importance sans précédent dans l'histoire, puisqu'elle a fini par influencer la formation militaire de nombreux peuples européens. Tout d'abord, l'arc était un instrument relativement accessible, ce qui en faisait un outil commun parmi les paysans. Cependant, son usage pour la chasse était souvent restreint par les lois forestières imposées par les seigneurs féodaux. Ces lois limitaient sévèrement les activités de chasse de la part des personnes qui n'étaient pas nobles. De cette manière, de vastes étendues de forêt étaient réservées à l'usage exclusif des nobles, tandis que des animaux comme le cerf, le sanglier et le lièvre étaient interdits aux chasseurs d'origine modeste. Cependant, face aux besoins et à la faim, de nombreux paysans violaient ces lois et avaient recours au braconnage pour survivre. En général, les paysans utilisaient pour la chasse des arcs simples et des flèches fabriquées artisanalement. Les nobles, quant à eux, utilisaient des versions plus sophistiquées de l'arc, souvent décorées et mieux équilibrées. Les classes supérieures pratiquaient cette activité à la fois pour le sport et pour l'entraînement aux compétences militaires. Dans un contexte historique où les conflits entre royaumes, villes et seigneurs féodaux étaient fréquents, la chasse à l'arc n'était pas seulement une activité de loisir et de récréation, mais une véritable préparation à la guerre. La précision, la discrétion et la résistance requises pour chasser étaient des qualités très valorisées sur le champ de bataille. À un niveau symbolique, la chasse à l'arc représentait également la lutte entre l'homme et la nature. Dans les œuvres littéraires et artistiques de l'époque, les archers étaient souvent représentés comme des figures de grande habileté, de précision et d'autonomie. Ce symbolisme s'est même étendu à la littérature chevaleresque médiévale. Dans ces récits, de nombreux héros étaient également de talentueux chasseurs, et leur adresse à l'arc était une preuve de leur noblesse intérieure. Un exemple de ce dernier point serait le personnage littéraire anglais Robin des Bois. Et en effet, les Anglais ont acquis une grande renommée pour leur maîtrise de l'arc et des flèches. L'arc long anglais est devenu l'une des armes les plus emblématiques du Moyen Âge, et pouvait être utilisé aussi bien pour la chasse que pour la guerre. La plupart des archers qui aidèrent l'armée anglaise à vaincre lors de batailles comme Azincourt ou Crécy étaient également d'habiles chasseurs. Et cela arrivait parce qu'en Angleterre, les jeunes apprenaient dès leur plus jeune âge à utiliser cette arme dans les forêts. Faire des archers anglais les meilleurs est devenu une politique d'État. C'est pourquoi, au XIVe siècle, le roi Édouard III émit une proclamation royale ordonnant que les hommes du royaume pratiquent le tir à l'arc les dimanches et jours fériés, au lieu de se consacrer à des jeux inutiles comme les dés, les quilles ou le football. Chaque dimanche, les Anglais devaient assister à la messe. Et une fois la cérémonie religieuse terminée, tout homme entre 7 et 60 ans devait prendre son arc et ses flèches et sortir s'entraîner. Dans les villages, les soldats vétérans travaillaient comme instructeurs de tir à l'arc.
et était chargé d'enseigner aux enfants les secrets de l'arme. Ainsi, tandis que les fillettes jouaient, les petits garçons devaient apprendre à tirer avec précision. Les autorités espéraient qu'à 12 ans, tout garçon soit capable d'utiliser un arc long anglais. Ce n'était pas une tâche facile, car l'arme nécessitait environ 45 kg de force pour tendre chaque tir. C'est pour cette raison qu'une partie importante de l'entraînement des archers était la force, qu'ils développaient en soulevant des pierres et des poids rustiques. Les découvertes archéologiques nous révèlent un passé terrifiant pour ces enfants, qui finissaient chaque dimanche avec les mains douloureuses, en sang et couvertes d'ampoules. Les restes fossiles montrent que les archers médiévaux avaient souvent des déformations aux doigts, un bras plus long que l'autre et un développement osseux plus important au niveau du bras gauche. Tout cela en raison des entraînements durs et exténuants auxquels ils étaient soumis depuis leur enfance. La pratique de l'arc commençait dès le plus jeune âge afin que, à l'âge adulte, un archer anglais soit capable d'atteindre sa cible à une distance de 200 mètres et puisse tirer un minimum de 5 flèches par minute. Une compétence très utile aussi bien à la guerre que dans les forêts. Mais l'arc ne fut pas la seule arme utilisée pour attraper des proies. La chasse à la lance et à d'autres armes blanches fut l'une des formes les plus anciennes de chasse, et aussi l'une des plus risquées. Elle ne cessa pourtant pas d'être utilisée au Moyen Âge. Cette technique était surtout employée pour la capture d'animaux dangereux ou de grande taille, comme les sangliers, les cerfs, les loups et même les ours. À la différence d'autres formes de chasse plus indirectes comme l'arc, les pièges ou les animaux de chasse, l'usage des armes blanches impliquait un affrontement corps à corps avec la proie. Évidemment, le chasseur devait posséder un grand courage, une force physique importante et une habileté tactique. Cette modalité de chasse était pratiquée presque exclusivement par les nobles et les chevaliers, car durant le Moyen Âge, elle était considérée comme une activité honorable, formatrice et digne de l'entraînement militaire. Il était donc courant que les jeunes nobles soient formés dès l'adolescence à ce type de chasse, comme partie de leur formation chevaleresque. La capacité à affronter une bête féroce sans autre aide qu'une lance ou une épée était vue par leurs pères plus âgés comme un symbole d'honneur, de virilité et de courage. Cependant, utiliser une lance pour chasser un animal sauvage et dangereux exigeait plus que du courage. Une planification minutieuse, tenant compte de tous les scénarios possibles, était indispensable. En général, on utilisait des meutes de chiens dressés pour suivre la trace et acculer l'animal, l'obligeant à s'arrêter ou à entrer en combat. Alors, les chasseurs descendèrent de leurs chevaux et s'approchèrent de la proie. Les lances étaient longues, robustes et souvent munies d'un butoir pour éviter que l'arme ne s'enfonce trop profondément et que le contrôle ne soit perdu. Dans certains cas, on utilisait des dagues ou des épées courtes pour achever la bête si le combat devenait un corps à corps. L'un des animaux les plus recherchés pour ce type de chasse était le sanglier. Avec son agressivité, sa force et ses défenses acérées pouvant atteindre 15 cm, il représentait un véritable défi. Ce n'était pas seulement une proie, mais un adversaire digne. C'est pourquoi sa chasse était chargée de symbolisme. Le noble affrontant la nature indomptée, armé uniquement de son habileté et de son courage. Le sanglier était si dangereux que même de nombreux nobles mouraient ou étaient blessés durant ces chasses. Il existe de nombreux exemples de victimes de sangliers au Moyen Âge. En 1478, le noble allemand Frédéric II, duc de Brunswick-Wolfenbüttel, fut empalé par un sanglier durant une battue. Un sort semblable fut celui de Jean de Montfort, comte de Montfort-l'Amaury, qui mourut d'une infection causée par une blessure infligée par un sanglier. Une mort similaire à celle du roi Robert Baratheon, monarque des 7 royaumes. De plus, le haut niveau de risque que comportait la chasse à cet animal en faisait une opportunité inégalable pour se débarrasser de rivaux politiques et justifier leur mort comme un accident de chasse. Quelque chose de semblable semble être arrivé au dernier roi des Przemyslides, Venceslas III, qui régnait sur les territoires de Hongrie et de Bohême. En 1306, en plein conflit de succession, Venceslas eut la brillante idée de partir chasser le sanglier. Ses opposants politiques ne manquèrent pas l'occasion et s'assurèrent que le roi ne revienne pas vivant de la chasse. Mais au-delà de sa fonction récréative ou formatrice, la chasse à la lance avait aussi une fonction alimentaire et pratique. La viande de sanglier était considérée comme un mets délicat
et étaient fréquemment servis lors de banquets seigneuriaux. En outre, ces défenses n'étaient utilisées comme trophées ou même comme talismans. Ce type de chasse fut fréquent dans l'art et la littérature médiévale, étant représenté dans des tapisseries, des manuscrits et des sculptures où les chevaliers apparaissent dans des postures héroïques affrontant des bêtes sauvages. Ces récits n'exaltaient pas seulement la force physique, mais aussi la domination sur la nature, le courage personnel et la noblesse de l'âme. Bien que l'utilisation d'armes blanches fût une forme extrême de chasse, la combinaison de la dextérité physique, de l'honneur chevaleresque et du symbolisme culturel en a fait une activité hautement valorisée dans la société médiévale comme l'une des épreuves définitives du caractère et de la vertu du noble chasseur. Mais les armes n'étaient pas les seuls outils que les humains utilisaient pour chasser. Pour capturer les proies, il était souvent indispensable de s'appuyer sur les vertus d'autres espèces animales, comme par exemple les oiseaux de proie. La fauconnerie, ou chasse avec des oiseaux de proie, fut l'une des méthodes de chasse médiévales les plus sophistiquées et élitistes. Cette pratique était considérée comme un véritable art et était réservée exclusivement aux nobles les plus riches et à la royauté, en raison de la difficulté qu'impliquait le dressage des oiseaux, du temps nécessaire pour maîtriser la technique et du symbolisme associé à son exécution. La fauconnerie trouve son origine en Asie centrale et dans le monde islamique, et depuis son introduction en Europe, sa popularité n'a fait que croître dans les cours les plus importantes du continent. Cette activité était hautement valorisée par les nobles francs, normands et, un peu plus tard, les Castillans. En général, les oiseaux les plus utilisés pour la chasse étaient le faucon, l'autour et l'épervier, chacun employé selon le type de proie et l'environnement géographique. Tandis que les faucons étaient utilisés pour chasser en terrain découvert, les autours étaient plus fiables dans les forêts denses. Le processus de dressage de ces oiseaux était complexe et demandait des mois, parfois des années pour être complété. Les fauconniers devaient établir une relation symbiotique avec l'oiseau, fondée sur la confiance et l'obéissance. On habituait les oiseaux à la présence humaine, aux gants, à l'appât et aux ordres. Et en effet, contrairement à un chien, l'oiseau ne chassait pas par obéissance, mais pour la récompense. C'est pourquoi le contrôle de l'appétit était un aspect clé du dressage. Mais comme beaucoup d'autres types de chasse, la fauconnerie était aussi une forme de distinction sociale et culturelle. Au Moyen Âge, il existait des règles strictes sur qui pouvait utiliser chaque type d'oiseau. Par exemple, les rois utilisaient des faucons pèlerins, tandis que les nobles de rang inférieur ne pouvaient utiliser que des éperviers. Ce symbolisme était profondément enraciné dans la société, et cela est illustré dans le livre de la chasse aux oiseaux de l'infant Don Juan Manuel. Dans ce texte du XIVe siècle, ces usages sont codifiés et la fauconnerie est interprétée comme une allégorie de la domination de l'esprit noble sur la nature. Mais au-delà de l'aspect symbolique, la fauconnerie exigeait aussi des connaissances en anatomie animale, en comportement naturel, en météorologie et en dressage. Ce n'est pas un hasard si les fauconniers étaient des figures respectées à la cour, souvent avec le même rang qu'un chevalier. De plus, cette discipline se distinguait des autres activités par son inclusivité, puisque certaines femmes nobles la pratiquaient, ce qui était relativement inhabituel dans d'autres formes de chasse. Évidemment, cette importance se reflétait dans le domaine artistique et littéraire. La fauconnerie apparaît fréquemment dans les manuscrits enluminés, les tapisseries et les récits épiques où elle symbolisait l'élégance, la précision et une forme presque spirituelle d'union entre l'homme et la nature. Les oiseaux de proie étaient considérés au Moyen Âge non seulement comme des outils de chasse, mais aussi comme des emblèmes de liberté, de vision et de noblesse. La complexité, la beauté et le symbolisme de cette pratique l'ont fait perdurer jusqu'à aujourd'hui, étant considérés comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Mais les oiseaux de proie n'étaient pas les seuls animaux utilisés pour attraper d'autres animaux. La chasse avec des chiens, connue au Moyen Âge sous le nom de venatica, fut sans aucun doute l'un des modes de chasse les plus élaborés et prestigieux de son temps. Cette modalité était profondément associée à la noblesse et combinait stratégie, dressage animal et une dimension rituelle ou cérémoniale qui la rendait particulièrement appréciée dans les cours européennes.
L'activité consistant à utiliser des chiens pour attraper d'autres animaux remonte au 1er siècle du Moyen Âge, quand les chiens commencèrent à être spécialement dressés pour remplir différentes fonctions dans la chasse. Les chasseurs cherchaient à tirer profit des vertus de chaque race, car ils avaient découvert que tous les chiens n'étaient pas aptes aux mêmes fonctions. Les limiers étaient des pisteurs experts, les lévriers étaient rapides et capables d'attraper de petites proies comme les lièvres, et les mastifs étaient employés pour affronter directement des animaux dangereux comme les sangliers. Cependant, ce dressage canin nécessitait du temps, des connaissances et des ressources financières abondantes, ce qui marquait déjà une division claire entre nobles et paysans. Pour la haute société, la possession de chiens de chasse était un symbole de statut. Ainsi, dans de nombreux châteaux, on élevait des races spécifiques qui se transmettaient de génération en génération. Beaucoup de ces chiens élevés dans les châteaux furent les prototypes médiévaux de races modernes, comme c'est le cas des épagnols. Et en effet, la Venatica avait tant d'importance dans la haute société médiévale que de nombreux traités furent écrits sur l'art de la chasse avec des chiens. L'un des textes les plus célèbres sur le sujet date du XIVe siècle. Il s'agit du livre de chasse de Gaston Phébus, un noble français qui détailla avec grand soin le dressage, l'alimentation et la sélection des chiens, ainsi que les stratégies pour attraper les différents types de proies. Mais la possession de chiens n'était pas quelque chose d'exclusivement noble. Les paysans et les personnes plus pauvres pouvaient aussi avoir des chiens. Cependant, il leur était rarement permis de les dresser pour chasser des animaux de valeur comme les cerfs ou les sangliers. D'ailleurs, au Moyen Âge, des lois furent promulguées interdisant aux paysans de posséder des chiens avec les crocs intacts. Ainsi, on leur exigeait de les mutiler pour éviter qu'ils ne puissent chasser efficacement. L'utilisation de chiens pour chasser d'autres animaux fit partie de l'iconographie médiévale qui célébrait ces spectaculaires parties de chasse, les exaltant comme une activité sociale, politique et symbolique reflétant les hiérarchies et les valeurs culturelles. Ce type de chasse impliquait du mouvement, du bruit, de la coordination et un grand spectacle visuel, ce qui la rendait idéale pour les célébrations de cour ou les visites royales. De plus, dans de nombreuses occasions, la chasse devenait une représentation symbolique de la domination des nobles sur la nature. Les chiens étaient des animaux domestiqués, mais avec un fort instinct sauvage. Ainsi, le contrôle exercé par les nobles sur eux reflétait aussi leur capacité à gouverner et à exercer l'autorité. Alors que le chasseur, utilisant l'arc et les flèches, pouvait errer seul dans les forêts, la chasse avec des chiens se caractérisait par une activité de groupe. En général, les parties de chasse étaient organisées avec la participation de nombreux nobles, écuyers, valets et dresseurs de chiens. Les chasseurs se rendaient à cheval dans les bois, et une fois sur place, ils lâchaient les chiens pour qu'ils flairent et poursuivent les proies. Ensuite, les chasseurs suivirent la meute, jusqu'à ce que l'animal soit acculé ou abattu. Ce type de chasse collective était connu sous le nom de battue et grande chasse, monterie, et impliquait la participation d'un groupe organisé de personnes qui s'enfonçaient dans la forêt dans le but d'acculer, de diriger ou de tendre une embuscade à de grands animaux comme les sangliers, cerfs, ours ou loups déjà mentionnés. L'organisation de ces chasses nécessitait une infrastructure importante. Il fallait des cartes du terrain, des écuries pour les chevaux, des meutes de chiens dressés, des cuisines de campagne et du personnel pour préparer et conserver la viande. Les grandes chasses fonctionnaient comme de véritables petites armées en mouvement et reflétaient la capacité logistique et le pouvoir du seigneur féodal qui les organisait. Bien entendu, ces événements n'étaient pas uniquement pratiques, mais constituaient de véritables cérémonies de pouvoir. La noblesse utilisait la grande chasse comme moyen de démontrer sa domination sur la nature, de s'entraîner au combat et de renforcer les hiérarchies sociales. C'est pour cette raison qu'elles étaient souvent célébrées avant des campagnes militaires ou pendant des visites diplomatiques et avaient généralement une durée de plusieurs jours. Les battues mobilisaient toute une communauté et étaient profondément codifiées dans le système féodal. Elles constituaient de véritables événements sociaux et politiques, chargés d'un énorme symbolisme. Lors d'une battue, on organisait des équipes composées de rabatteurs, chasseurs, écuyers, nobles et même de paysans recrutés pour l'occasion. Les rabatteurs avaient pour tâche de parcourir la forêt en faisant du bruit avec des cors, des tambours, des cris ou des branches.
Leur objectif n'était autre que d'effrayer les animaux et de les faire fuir vers des zones spécifiques où les chasseurs les attendaient, armés de lances, d'arcs ou d'épées. Dans les grandes chasses les mieux organisées, on installait même des palissades, des filets ou des pièges pour canaliser les bêtes vers un point précis. Dans ces activités, on pratiquait souvent la chasse rituelle, où le seigneur féodal tuait le dernier animal comme une manière de consacrer son statut de chef. De plus, une fois la chasse terminée, le butin de viande, de peau et de défense était redistribué selon le rang social de chaque participant, ce qui renforçait encore davantage la structure de classe. Bien entendu, la population paysanne voyait son rôle limité à celui de simple rabatteur ou d'aide, si toutefois on leur permettait de participer. Pour les plus pauvres, la chasse aux animaux réservée à la noblesse, comme le cerf ou le sanglier, était strictement interdite. Et la désobéissance à ces lois pouvait être punie par des amendes, la prison et même des châtiments corporels. Les paysans du Moyen Âge, lorsqu'ils pouvaient chasser, utilisaient souvent des pièges et des filets. Ces méthodes étaient particulièrement courantes parmi les couches les plus modestes de la société et étaient utilisées dans les communautés rurales et par les moines. Contrairement aux méthodes ostentatoires utilisées par la noblesse, la chasse au moyen de pièges était discrète, économique et efficace, ce qui la rendait idéale pour ceux qui n'avaient pas accès légalement aux zones de chasse privilégiées ou ne pouvaient pas se permettre des armes plus sophistiquées. Les pièges et les filets étaient des dispositifs conçus pour capturer les animaux sans intervention directe au moment de la capture. Quelques exemples: les collets, les fosses recouvertes de branches, les pièges métalliques ou en bois et les filets camouflés sur les sentiers empruntés par les animaux. On utilisait aussi des pièges à bascule ou des cages avec des mécanismes de fermeture déclenchés par le mouvement de la proie. Le grand avantage de ces techniques est qu'elles pouvaient être appliquées aussi bien à de petits animaux comme les lapins, les oiseaux ou les blaireaux qu'à des animaux plus gros, même si cela était plus dangereux et complexe. Dans de nombreuses régions d'Europe, les chasseurs ruraux étaient reconnus pour leur connaissance approfondie du comportement animal. Ils savaient identifier les empreintes, les routes de passage, les zones d'alimentation et les terriers. De cette façon, ils obtenaient des informations cruciales pour placer les pièges avec succès. Dans de nombreux monastères pauvres et villages isolés, ces pratiques étaient vitales pour la subsistance, surtout pendant les périodes de grande disette. Cependant, la chasse par piège n'était pas exempte de risques, notamment juridiques. Au Moyen Âge, il existait de très nombreuses restrictions légales sur les territoires féodaux. Les forêts appartenaient au roi, à un noble ou à l'église, et les animaux étaient considérés comme propriété du seigneur local. Par conséquent, le braconnage réalisé par les pauvres était sévèrement puni. Mais cela n'a fait que pousser les paysans à se spécialiser davantage en améliorant leurs compétences. Les pièges devaient être posés en secret et facilement démontables pour éviter d'être découverts. Et en effet, la chasse par piège a joué un rôle crucial dans l'alimentation médiévale. Elle fournissait non seulement de la viande, mais aussi des peaux, des plumes et des graisses qui étaient utilisées pour fabriquer des vêtements, des ustensiles ou du combustible. De plus, l'utilisation de pièges avait l'avantage de pouvoir capturer plusieurs proies simultanément, tout en demandant moins d'efforts physiques que les formes de chasse plus directes. Par ailleurs, les moines vivant dans les monastères développèrent des méthodes de chasse passive comme les filets et des pièges spéciaux qui leur permettaient de chasser sans verser de sang, respectant ainsi des règles religieuses plus strictes. On a également documenté l'utilisation de systèmes plus complexes comme des enclos avec des filets ou des structures mobiles pour capturer les oiseaux migrateurs. Ces méthodes de chasse furent une stratégie ingénieuse, silencieuse et persistante, essentielle à la subsistance des classes populaires médiévales. Bien qu'elles fussent peu considérées socialement face aux grandes chasses ou à la fauconnerie, elles représentaient une forme de résistance et d'adaptation à l'environnement naturel et juridique du Moyen Âge. Et bien que le risque fût élevé pour les pauvres, la possibilité d'obtenir un bénéfice grâce à la chasse était une tentation trop grande. Et toi, serais-tu capable de survivre comme un chasseur médiéval? Laisse-nous ta réponse dans les commentaires.